Bonjour tout le monde, bienvenue sur Époque, la nouvelle émission d'actualité sur la chaîne de Alan en parle. Yes, salut Naïm, salut Fom. Yo. Donc j'ai le plaisir encore une fois d'accueillir Fom et Alan. On est le 20 décembre 2024. La nuit a été un peu dure pour les marchés, mais Ouais. on va pas commencer avec ça. On va revenir sur 2-3 petits trucs qui ont retenu mon attention, qui se sont passés depuis qu'on a fait les 2 derniers épisodes. Tu te souviens que je t'avais parlé, Alan, de Vitalik et du Shiba Inu. Yes. Ce que je t'avais expliqué, c'est que le créateur du Shiba Inu, au moment où il avait créé sa monnaie, il avait envoyé la moitié de la supply à Vitalik. Yes, je m'en souviens très bien. Eh bien, j'ai vu un article qui disait que Vitalik avait encore vendu des shitcoins pour faire des dons. Ça représente 320 ETH. Ouais, quand même. Donc le TH est à combien? Bah, là, il est à Je sais 3100. Bon, Il on était est sur une- passé à 4000. Ouais, il était à 4000 il y a pas longtemps. Il y a avant-hier, je crois encore. Ah, il est passé où On a Donc- dit 10% là, ou là c'est plus 20% là. Ouais, il pique un peu, mais bon, là, on est comme disait Naïm, on est dans une période un peu. Bah, c'est une correction, quoi. Hein. Ouais, Ça de toute façon, corrige correctement. Comme Exactement. il se doit. Donc combien de TH tu dis? 320 ETH. Donc 320 fois 3000. Je vous laisse faire le calcul. Il a vendu des Doge C et des Vitalik. Et il en a fait une donation à Coin Center. Juste une petite précision. Donc Vitalik a donné pour plus de 9 millions de dollars en même coin, quoi. En fait, il a converti les mêmes coins qu'il avait reçus. Donc gratuitement. Ouais, voilà. Juste parce qu'il est qui il est. Et il s'en est servi pour faire une donation. Pour les auditeurs qui écoutent, Vitalik, je l'ai déjà expliqué plein de fois et on en a déjà parlé plein de fois, mais voilà, pour la personne qui ne sait pas qui c'est le cofondateur de la blockchain Ethereum. On parlait de cybersécurité aussi l'autre fois. Yes. De White Hat, de Black Black Hat. Hat. Eh bien, le jour où on en parlait, il se trouve que Crypto.com s'est associé avec HackerOne. HackerOne, c'est une plateforme de cybersécurité, Ok. en gros. Et ils ont mis en place un bug bounty de 2 millions pour quiconque réussirait à mettre à mal la sécurité de Crypto.com. Et Bug Bounty, c'est quoi concrètement? Donc un bug bounty, C'est des chasseurs de bugs en fait. C'est des hackers qui sont payés pour trouver des. Ah, c'est ça. Non, Ok, ouais, ils sont ok, payés. ok. Mais en fait, c'est assez. Dans le milieu de l'informatique, même Exactement. Google ont des bug bounty. Ok. Et ça arrive parfois, c'est pour un petit bug, c'est 10 000 euros. Pour des gros bugs, c'est 20 000. Ah, comme ça. Plus Ok, ok. ton bug il est haut placé, on va dire, plus tu reçois de l'argent. Tu peux recevoir vraiment beaucoup d'argent, ou soit tu fais comme il arrive que des black hats arrivent à choper vraiment une fuite de ouf et ils arrivent à choper 8 millions. Et donc du coup ils font l'inverse. Et donc ils ont j'ai 8 millions, maintenant j'ai ton bug. Maintenant si tu veux que tu récupères ton argent, il va falloir Il va falloir en donner une partie, mais en effectivement, t'en parlais l'autre fois. On parlait aussi de la dominance du Bitcoin. On peut même parler de la dominance de Binance. J'ai lu qu'ils avaient enregistré 40% d'entrées en plus en termes d'argent que les 10 concurrents suivants réunis. waouh. Ouh, Je sais pas énorme. si je me suis bien exprimé. Si, bah, Mais c'est aussi le top 1 des bourses crypto quand même. Et il faut aussi dire que par rapport aux autres plateformes d'échange, c'est celle où tu payes le moins de frais. Parce que justement, grâce au fait qu'ils font de l'économie d'échelle, ouais, c'est ça. Ils font, Ils ils ramassent se beaucoup de clients et donc et ils se donc permettent. du coup ils se permettent de faire exactement. Mais ils sont aussi réglementés MiCA. Comparé à Bybit qui va se faire dégager de la France. Ah ouais, du ça coup- c'est un truc que t'as entendu récemment. Ah ouais, c'est récent, ça c'est même pas il y a 2-3 jours. Binance, c'est aussi synonyme de CZ, mais plus vraiment. Vous savez pourquoi? Ouais. Bien Bah, sûr. mais il a été libéré lui, hein? Ouais, il a été libéré en septembre. Hein. Je pense qu'il est assigné à résidence ou je ne sais pas Ouais. quoi. Il peut plus être CEO de Binance. Vous savez ce qu'il fait maintenant? Non, je n'en sais. J'ai vu. Apparemment il est au bouton. Ouais, mais non, ok, mais Ce qu'il fait professionnellement, ouais, quoi. son nouveau projet, le nouveau projet Non, qu'il a non, lancé, j'ai aucune idée. Aucune idée. J'ai rien lu là-dessus. Donc. la Jiggle Academy. Ça vous dit quelque Ok, chose? non, vas-y. Bien. Jiggle comment Jiggle. Jiggle Academy. G-I-G-L-E Academy. Donc, si vous allez sur Twitter, vous allez le trouver assez facilement. Et donc, c'est un projet éducatif à destination des enfants et qui vise principalement les pays en voie de développement. Si on va sur le site, on voit qu'il y a une bourse en BNB, mais il précise bien que le projet n'est absolument pas un projet orienté crypto. C'est vraiment un projet éducatif avec de la gamification, comme tu vois. Donc, je trouve que c'est esprit crypto. Enfin,
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sens la DA. Ouais, la DA est là. Ouais, c'est clairement ça. On se croirait sur un. Enfin, je peux connecter mon wallet et commencer à télécharger des trucs. Il l'a annoncé déjà en mars 2024. Ça fonctionne apparemment plutôt bien. Et je suis mort. En fait, tu peux même gagner la crypto et tout. Mais c'est à partir de quel âge? C'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est ça que je comprends pas trop. Il faudrait creuser. Ça mérite peut-être un sujet plus complet. Mais voilà, je me demandais si vous saviez ce que CZ faisait. Maintenant, vous le savez. En même temps, la plateforme d'éducation, il faut bien. Il y a beaucoup de Gen Z qui s'intéressent à la crypto, donc. Tout à fait. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une plateforme d'éducation. Donc, c'est vraiment l'idée d'apprendre l'anglais, les maths, la géographie, la science. Et dans la science, évidemment, comme c'est CZ, il y a un pan blockchain et décentralisation. C'est ça. Mais ce n'est pas le core business du projet. Ce n'est pas de créer des développeurs, c'est juste de donner accès à l'éducation via les outils que tout le monde a partout maintenant. Donc, en l'occurrence, un smartphone, des tablettes. La dernière fois, je vous avais dit que était inaccessible en Belgique. C'est faux. Je me suis créé mon compte hier et donc j'ai maintenant un compte directement lié à la blockchain. Seulement, petite subtilité. Le slogan, c'est que tu gardes... T'as un compte IBAN et t'as un compte self-custody. C'est ça. Seulement, si tu récupères tes clés, il est bien précisé au moment où tu récupères tes clés que si tu les mets sur MetaMask et que tu signes une transaction en dehors de la banque, ton compte est fermé. What ? Bah donc du coup il y a une sorte de centralisation. Donc c'est ta grosse blague. Bah oui, d'office centralisation. Mais c'est ça. C'est là la limite en fait. C'est quoi ? C'est parce qu'il faut que ce soit compliant et il faut qu'ils aient. Je ne sais pas, mais du coup j'ai un peu du mal à comprendre et pour moi c'est une publicité vachement mensongère. C'est la centralisation. En fait, c'est quand une entité centralisée s'occupe de quelque chose qui est décentralisé. Il y a toujours, et c'est là, je trouve, le gros souci et les problèmes qu'il faut résoudre maintenant, mais je doute que ça se fasse réellement parce qu'il y a un intérêt pour personne que chacun ait sa propre crypto et son propre argent, etc. Il y a juste de l'intérêt pour la personne qui détient les fonds, quoi. Mais au final, une banque n'a aucun intérêt à te voir partir. C'est comme toi, ta banque, par exemple, quand tu vas dire, vas-y, je transfère tous mes comptes, que ce soit compte d'investissement, même compte à vue, vers une autre banque. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais c'est horrible, hein. Ouais, c'est horrible. Tu peux leur demander en plus le fameux service que eux le fassent de eux-mêmes. Moi, j'ai travaillé en banque. C'est pas urgent du tout, hein, ce genre de cas. Et il faut. Non, mais tu vois, c'est un peu ça le truc. Et donc là, la limite d'une banque qui introduit un peu tout ça, je trouve ça, et je suis d'accord avec Naïm, un peu scandaleux de mettre en avant le côté vas-y, nous on s'intègre dans le Web 3, on peut avoir tu as tes clés privées, tu as nanana, et nous on t'aide un peu là-dedans, etc. Facile, tu as ton argent fiat et tes cryptos, etc. Mais effectivement, si tu pars et que tu n'as plus rien, je vois pas trop l'intérêt alors, tu vois. Ouais, c'est ça, je sais, mais du coup, c'est cool parce qu'on peut rebondir sur le sujet de la souveraineté de ton argent. Et on en a parlé aussi au restaurant avec le cercle du coin, les dîners du coin d'ailleurs. Et j'avais dit, ouais, mais c'est marrant, on parle beaucoup de souveraineté de l'argent et on parle de l'euro, des francs belges. Mais dans le dîner du coin, on avait discuté avec Quentin, je crois, c'est ça. Hein. Alors, oui, Quentin. Je vais vous interrompre 2 secondes juste pour la petite parenthèse. Vas-y. Donc, on en a parlé dans l'époque 2 et quelques jours après, cette fameuse interview de Kiskater s'est faite. Ouais, c'est juste. Donc, Fom et Alan ont eu la chance d'assister au dîner du coin, qui est donc un dîner organisé tous les mois par Jacques Favier. C'est pas toutes les années ? C'est tous les mois. C'est tous les mois, mais beaucoup en France. Évidemment. C'est tous les mois, c'est tout le temps, pratiquement tout le temps en France. Ouais. Et donc là, ils étaient de passage à Bruxelles. Et donc FOM a réussi à se faire inviter avec Alan. Et ils ont pu interviewer Kiskater. Yes. Qui n'est autre qu'une des références du white paper du Bitcoin. Deuxième référence du white paper du Bitcoin. 4e édition. Je crois il expliquait qu'il a... Enfin, 4e white paper, parce qu'il y en a 4 qui ont été établis. Hein, il expliquait ça. Et sur le premier, je crois qu'il était première référence, premier draft, quoi. Puis deuxième référence. Et puis ensuite... Mais donc voilà, Kiskater, pour la petite parenthèse, après on continue. Allez écouter l'épisode parce qu'il est vraiment, vraiment chouette. C'est un peu... Vraiment, c'est une exclusivité. On avait essayé de l'avoir avant. Et pour l'avoir, c'est un cryptographe célèbre dans le monde. Hein. Il a 80 ans quasi. Il fait encore des conférences partout dans le monde, il voyage tout le temps, etc. C'est une personne qui est ultra intéressante
super gentil, très belge aussi, c'est ça que j'aime beaucoup. J'avais l'impression d'avoir mon grand-père en face. Mais vraiment, hein, mon grand-père, il était un peu comme ça, quoi, tu vois, avec le même accent, le même truc. Et donc, dans l'épisode, ce qui est intéressant, c'est que en fait, lui, il sait que Satoshi Nakamoto, que ce soit une ou plusieurs personnes, on s'en fout, a toujours gravité autour de lui, évidemment, parce qu'il a été référencé, mais aussi qu'il a des indices, des trucs qui disent que lui, il fait d'office partie de l'équipe, en tout cas, parce qu'il est persuadé que c'est une équipe. Satoshi Nakamoto, c'est 5-6 personnes, pas plus. Et il est persuadé que toutes ces personnes ont gravité autour de lui à un moment donné ou à un autre. En tant que collègue ou en tant que professeur, parce qu'en fait, il connaît, il connaît toutes les références, donc David Chaum, Staber. Et il les connaît tous, quoi. Ça qui est ouf. Mais apparemment, c'était vraiment un cercle. C'est un cercle de cryptographes. Et donc, en gros, pour les personnes qui ne connaissent rien et qui se demandent qui c'est la personne qui a, on va dire, côtoyé le créateur de la technologie blockchain, qui est David Chaum. Et Bart Prinels. Et ouais, c'est ça. Et lui, il a créé la méthode de hachage. Donc, c'est clairement les deux piliers fondateurs de la blockchain Bitcoin. Avec la double dépense aussi. Donc voilà. Mais allez écouter l'interview, enfin la discussion, parce qu'au final, il parle énormément. On lui pose 4-5 questions max, mais il débite et ça nous a trop fait plaisir. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, moi, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Craig Wright cette nuit? Est-ce que vous savez qui est Craig Wright? Ah si, moi je sais, j'ai entendu. Il s'est fait condamner à 1 an de prison parce qu'en fait il a fait semblant d'être Satoshi. C'est l'Australien qui a affirmé à un moment être le créateur du Bitcoin. Il faut savoir que cette action en justice, elle a été portée par la communauté Bitcoin. En fait, c'est vraiment des gens de la communauté Bitcoin qui se sont attaqués à lui parce que il avait injustement essayé de se faire reconnaître comme étant Satoshi Nakamoto, ce qui n'était absolument pas vrai, ce que Kiskater disait déjà, parce que Kiskater a fait partie du comité scientifique qui a analysé les actions que Craig Wright a fait au moment où il a affirmé être Satoshi Nakamoto. Donc au moment où ça a été fait, la communauté a été assez divisée. Il y en a qui pensaient qu'il avait raison, il y en a qui pensaient qu'il n'avait pas raison. La plupart des journalistes qui étaient présents à ce moment-là disaient « Ok, c'est bon, c'est lui, il nous a amené les preuves ». Et Kiskater, qui analysait avec un autre collègue à lui, dit « Non, nous on a directement compris que c'était Est-ce que c'est un cryptographe ou pas du tout en fait? C'est un informaticien et entrepreneur. À ce propos, je vous conseille aussi, je vous l'ai dit déjà en privé, mais d'aller regarder le documentaire Electric Money, The Mystery of Bitcoin de HBO. Voilà, qui apporte, je trouve, un prolongement intéressant à ce que Kiskater dit. Ouais. Parce que c'est pas du tout incompatible. Dans l'optique où Satoshi Nakamoto est un groupe de personnes, ce documentaire apporte des indices supplémentaires. Et d'ailleurs, fait très marrant, il faut savoir que sur Polymarket, le documentaire est sorti en décembre. Sur Polymarket, il y a eu, donc le teasing du documentaire, c'était on va vous dévoiler l'identité de Satoshi Nakamoto. On a trouvé qui c'était. Ok. Polymarket s'est emparé de ce teaser et donc il y a eu des paris sur qui est le créateur du Bitcoin. À votre avis, qui était en tête du classement? J'ai pas regardé, mais moi je sais c'est qui. Non, j'ai pas dit c'est qui. Moi j'aurais dit, pour moi en tout cas, personnellement, j'aurais dit Len Sassaman. Et puis, il le mentionne et tout là. Qu'est-ce que vous pensez dans Polymarket? Il y en a 5 et je sais qu'il y a Len Sassaman. Franchement, moi je pense, en tout cas, après la discussion avec Q-Squatter, je pense vraiment que c'est Lens qui est le noyau de ce truc-là. Et s'il est cité dans le truc, je dirais qu'on aurait dit que c'était lui. Mais après, c'est lui? Ouais, c'est lui. Ah, voilà. 40% des gens, quand même, de la communauté Bitcoin, pensent que c'est lui aussi. Et donc, c'est ce petit jingle qui nous annonce que l'on va parler du marché. J'aurais dû choisir un éloge funèbre. Alors, on est sur une bien belle correction de fin d'année. T'as vécu combien de Beer Market? Je suis là depuis 2017. Donc, c'est mon 3e. Mais là, on n'est pas en. Mais un bull market, il y a des corrections tout le temps et c'est ça qui fait jouer le marché. En fait, voilà, c'est mon 3e cycle. Je crois que j'ai la même chose qu'en fait. Je me suis pas rendu compte que j'étais en beer market en 2018. Non, mais en fait, quand c'est ton premier, tu sais pas. Quand
quand c'est ton premier bear market, tu es en pleine désillusion, surtout si tu as mis l'argent au top. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qui a provoqué cette magnifique crise de crash de fin d'année ? Ouais, moi je regarde même plus donc. Moi, je sais pas. Ben, c'est simplement, encore une fois, notre cher ami Powell qui Ils ont c'est une diminution des taux, ça? Non, c'est parce qu'il a dit qu'il n'y aurait pas de Bitcoin Reserve. Donc, pourquoi est-ce qu'on a eu cette correction de fin d'année? C'est la Fed et Powell qui a fait d'abord un premier discours en disant que les règles de la Fed n'autorisaient pas celle-ci à détenir du Bitcoin dans ses réserves. Il faut savoir que la Fed, c'est la réserve a priori de valeur des États-Unis, donc là où il y a l'or, etc. Et donc il était question, et c'est ce que l'élection de Donald Trump a fait penser à beaucoup de monde, que les États-Unis créent une réserve de valeur en Bitcoin. Dans un premier temps, Powell s'est montré très encourageant. D'ailleurs, on en parlait juste un peu dans l'épisode d'avant, où il avait comparé le Bitcoin à l'or en disant que ce n'était pas la concurrence du dollar, mais la concurrence de l'or. Il n'est pas revenu sur ses propos, mais il a dit malheureusement, les règles de la Fed ne nous permettent pas. Ça a provoqué le début du crash, et puis avant-hier ou hier, FOMC. Donc c'est en gros les taux directeurs que la Fed va appliquer. Ils ont été diminués, ce qui en général est propice aux assets à risque. Seulement, ce qu'il a annoncé aussi, c'est que l'année prochaine, au lieu d'avoir 3 annonces de diminution ou d'augmentation des taux, il n'y en aura que 2. Et donc, ça a fait paniquer les marchés. Ce qui fait que là, il y a une partie des institutionnels qui sont en train de sortir leur argent. C'est pas vraiment des gens qui sont liquidés, même s'il y a pas mal de liquidations qui sont provoquées par ça. Mais là, c'est surtout les institutions qui équilibrent un peu leur balance pour prendre un peu moins de risques dans leurs investissements. Et il y a 2 autres faits qui accompagnent grandement cette chute. C'est la fin de l'année. Ouais. Fin de l'année, ça veut dire il y en a qui vont prendre des vacances, donc ils vont fermer leur position, ils vont prendre des bénéfices, ils vont en profiter. Et les impôts, les taxes, ça tombe maintenant. C'est là où on clôture les bilans et on va tout payer, quoi. Donc forcément, les gens ils veulent du cash aussi parfois. Les États-Unis, la Fed, c'est elle qui dit voilà, maintenant on augmente les taux d'intérêt ou on diminue les taux d'intérêt. Là, en l'occurrence, il y a une petite diminution, je sais plus combien c'était. Mais la différence, c'est quoi? Imagine que toi, tu veux acheter une maison. Quand le taux d'intérêt diminue, eh bien, ça veut dire aussi que le taux d'intérêt de ta maison diminue. Donc, tu vas peut-être plus avoir tendance à convertir ton argent que tu as, par exemple, en Bitcoin ou en crypto ou en actions ou autre, en fiat, donc en dollars, pour pouvoir t'acheter, par exemple, ta maison, quoi. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que quand on diminue les taux, en général, Bitcoin diminue aussi en valeur. Bon, là, la différence n'est pas énorme, mais voilà, c'est intéressant de savoir la corrélation entre le taux d'intérêt d'un pays ou annoncé. Eh bien, quand on le diminue, les gens ont tendance à vouloir utiliser alors la monnaie où le taux diminue parce que c'est plus avantageux. C'est un peu ça l'idée, quoi. Les USA, on le disait dans les épisodes d'avant, c'est ça qui drive un peu l'économie mondiale. C'est clair. En fait, les taxes et les taux d'intérêt, c'est une manière de pouvoir manipuler le marché et le comportement des consommateurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, si le taux d'intérêt d'une maison maintenant il est à 1%, t'inquiète qu'il y a de fortes chances que j'aille voir une banque et que j'aille chercher une baraque, quoi. C'est ça l'idée. Et donc c'est ça, eux, s'ils veulent qu'il y ait plus d'argent en circulation, ils diminuent les taux d'intérêt et là, on va commencer à dépenser de l'argent. Par contre, quand on augmente, là, ils stimulent l'épargne, en fait. Et donc si maintenant le taux d'intérêt est à 10% pour acheter ta baraque, tu vas plutôt convertir ton fiat, donc ton dollar ou ton euro, dans quelque chose d'autre, comme de l'or ou du bitcoin, en attendant que les taux diminuent. C'est une manipulation de comportement financier de la masse, quoi. C'est à ça que ça sert, les taux d'intérêt, en fait. Hein. Ça me fait penser aussi à ton podcast avec Baudouin, quand vous parliez de la puissance du bitcoin et du dollar. Tout à fait. Satoship, c'est l'épisode de Satoship. On mettra le lien dans la description. Donc ce gap soudain vers le bas, cette diminution soudaine, elle a provoqué beaucoup de liquidations. Et là, c'est déjà la 3e semaine d'affilée. Ouais. On est sur au moins 1 milliard de liquidations sur les futurs, évidemment. Donc, c'est pas des gens qui ont de la crypto directement, mais qui parient sur la crypto. J'ai une dernière question à vous poser pour finir sur l'état du marché. On sait que c'est Donald Trump qui a démarré un peu le bull run avec son élection.
Est-ce que vous connaissez World Liberty Finance? Non. C'est son. Je crois que c'est pas sa boîte qui investit dans la crypto. C'est comme tu dis, c'est une boîte qui promet des investissements dans la crypto. Il faut savoir que le projet a flop à la sortie. Et d'ailleurs, ils n'ont pas investi dans du 3 assets. Ils ont investi dans AAV, Chainlink et je crois qu'ils ont investi aussi du Bitcoin, mais je suis pas sûr. C'est possible, mais par contre, donc ça a un peu flop au début. Maintenant, le projet a l'air un peu sérieux parce qu'ils viennent d'annoncer un partenariat avec Ethena. ENA, c'est un stable décentralisé. Le projet, c'est de créer justement un stable décentralisé qui est un grand projet en fait dans le Web 3. Il y a déjà DAO, On a plein. MakerDAO qui fait ça. Au aussi, MakerDAO, avec DAI. avec le DAI, j'ai un épisode là-dessus d'ailleurs. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un stable décentralisé, écoutez l'épisode sur le DAI qui est un stable décentralisé. Donc ENA, on est dans ces eaux-là. Oui, donc c'est aussi un protocole qui a pour but de créer des stables décentralisés. Et donc ils ont annoncé un partenariat tout à fait officiel avec World Liberty Finance. Moi, je ne sais pas quoi en penser parce que je n'ai pas étudié le projet. Et du coup, attends, ça veut dire que c'est un sort de hedge fund via un meme coin? Probablement. C'est pas un même coin, hein, ENA. Non, je te parle de. Oui, C'est un coin aussi, World Liberty Finance. Ah, ok. C'est un projet qui est lié à un coin. Et en fait, ok. en investissant dans ce coin, ton rendement, il est. ton rendement est lié aux avec- assets ok. qui sont dans. C'est comme si tu avais une action. Voilà, c'est ça, un fou. meme coin. En fait, moi, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu penser à la crise de 2008, quoi. Hein. Les gens, allez, il existe des choses, quoi. Avec les subprimes, c'était ça. C'est que à la fin, je sais pas si vous avez vu le film The Big Short. Oui. Bien sûr. Eh bien, le gars principal, je sais plus comment il s'appelle, bref, c'est un gars connu, mais celui qui le joue, enfin bref. C'est Christian Bale. Eh bien, lui, c'est un génie dans le film en soi parce qu'il fait un Big Short. Bon, bref, il faut regarder le film. Je vous le Ouais, conseille il est vraiment, il est terrible. Parce que lui, il a réussi en fait à un peu comme le Da Vinci Code, quoi. Il a réussi à aller chercher toutes les ficelles et toutes les petites failles à travers tout un système financier qui est énorme. Il a réussi à comprendre que tout allait crash. Et j'ai l'impression qu'avec, c'est l'histoire même de l'investissement et de ces requins, de ces requins-là. C'est-à-dire qu'ils font plein de, ils prennent un asset, ils vont dire ok, cet asset on prend et on le lie par exemple à un autre asset qui n'a rien à voir. Il y a Et des on va prendre un assurances aussi, Ouais, et des assurances qui se mettent en place, etc. Et ça, à la fin, ça n'a même plus de valeur. Et que, voilà, si jamais l'offre est plus grande que la demande à un moment donné, et qu'il y a un asset qui crache, tout crache ensuite. Et c'est ça qui fait vraiment un peu c'est un peur, peu quoi. too C'est big- que too big to fail. C'est un peu la définition des cycles. On a cette bulle qui se reforme en fait à chaque fois autour de la crypto-monnaie. Ça illustre encore une fois bien le fait que tout est très lié à la communauté et au sentiment. Eh ben, il suffit qu'il y ait une personne un peu éminente qui dise l'une chose ou l'autre et ça provoque des mouvements de marché Et c'est là incroyables. aussi- C'est justement là où il y a le plus de mouvements, où il y a le plus de gens qui sont intéressés, qu'il y a moyen de faire beaucoup d'argent aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arnaques aussi en ce moment. C'est ça. Il y a aussi beaucoup de mouvements, donc du coup tu peux aussi miser à la baisse, miser à la hausse. Il y a aussi des gens qui... d'où l'importance d'avoir une tokenomique ou en tout cas un système derrière un asset qui vaut de la valeur, que ce soit une action ou quoi que ce soit, quelque chose de solide. Et te renseigner par rapport à ça, quoi. C'est la base, quoi. Alors, ça va nous permettre de passer sur le sujet du jour, c'est Mika. Est-ce que vous savez c'est quoi Mika, les copains? Alors moi, je ne sais pas... Enfin oui, ce que je peux dire, c'est que c'est une régulation à travers le Web3 en Europe. Et donc voilà, c'est quelque chose qui naît, donc qui n'est pas encore bien établi, loin de là. Tous les gros acteurs européens, on va dire politiques et autres, gouvernementaux aussi, veulent mettre en fait des règles à travers la gestion d'assets cryptographiques. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Mika? C'est Market in Crypto Asset. Ah, ok. Écoute, ça je savais déjà pas. Ah bah voilà, c'est pour la définition exacte du terme Mika. Et donc, c'est une loi européenne qui établit des règles, en tout cas qui vise à établir des règles claires et uniformes pour encadrer les crypto-actifs et leurs acteurs. Le but derrière cette loi, c'est évidemment de protéger les utilisateurs, d'encourager l'innovation et d'assurer la stabilité du marché tout en limitant des abus. On voit qu'on n'y est pas encore Ouais, on est loin tout du- à fait. Ouais. Bien sûr, il y a un gros objectif de lutte contre le blanchiment d'argent. Ça, c'est la base, ouais. Favoriser l'innovation, même si on ne comprend pas encore trop comment, parce que ça met surtout des barrières et des difficultés supplémentaires à quiconque voudrait innover, en Europe en tout cas. Et donc, il y a beaucoup de gens en Europe qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent qu'en fait, non, ça fait pas... C'est pas ça qui va nous faire innover. Il faut justement qu'on laisse un peu plus de sauvagerie. Je sais pas quoi en penser parce que
la crypto, c'est déjà assez le Far West. Maintenant, est-ce qu'on a besoin que les acteurs centralisés, enfin, que des acteurs étatiques viennent tout contrôler? Je pense pas non plus. Mais si la crypto, si ce marché-là, on va dire, dans tout ça, ne rapportait pas autant, ou en tout cas, il n'y avait pas autant d'argent qui circulait là-dedans, je crois que on n'entendrait même pas parler une seconde de ça, quoi. C'est juste que il y a un intérêt, c'est tout. L'argent. Exact. En fait, ils sont en train de se rendre compte que, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui transitent par là. On reste sur une politique un peu vieillotte où on a du mal à se remettre en question, à s'actualiser et à sortir un peu de sa zone de confort. Et donc, comme tu dis, ils ont dû faire quelque chose. Pour l'instant, c'est que le Parlement européen qui l'a fait, et chaque parlement, maintenant, localement, dans chaque pays, doit faire en sorte de transposer ces règles dans leurs lois, et c'est pas encore le cas. Ouais, mais c'est compliqué aussi. Bien sûr, c'est le Far West, comme tu disais, c'est le Far West, et là, c'est des gens qui ont l'habitude de procédures bien établies, etc. Je veux dire, s'ils doivent commencer à faire et c'est ce qu'ils vont essayer de faire, mais ça va leur prendre plein de temps, surtout en Europe. Ouais, et surtout que ça implique, le moteur de tout, un peu, c'est l'argent, tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Et on a déjà des process tellement établis en matière de gestion de l'argent au sein des pays et puis au sein de l'Union européenne. Et du coup, c'est un peu triste parce qu'il y a des grosses boîtes de crypto en Belgique qui n'arrivent pas à se mettre en compliance avec le gouvernement belge parce que le gouvernement belge est trop lent et ils sont obligés d'aller dans d'autres pays. Mais il y a aussi l'exemple avec Q-Squatter la dernière fois, c'est ce qu'il expliquait lui, c'était que par exemple la Belgique en cryptographie, c'est un des seuls pays d'Europe où ils s'en foutent mais complètement, alors que par exemple aux États-Unis et surtout en France et surtout aux États-Unis, mais bon, on va parler plus de l'Europe, donc en France, les cryptographes sont, j'allais dire épiés, c'est un grand mot, mais c'est plus contrôlé, on contrôle tout sur ce qu'un cryptographe dit et fait, dans l'enseignement, dans le truc, etc., à l'université, tout ça, parce qu'il y a des réels enjeux, c'est-à-dire que si tu deviens cryptographe ultra balèze du jour au lendemain, mec, tu peux faire de grandes choses qui peuvent desservir les gouvernements, quoi. En Belgique, il n'y a que apparemment une phrase, encore il ne nous l'a même pas mentionné, mais il dit franchement c'est nada. Et comme lui il est belge et qu'il devait apprendre, il apprenait à l'université, enfin il était professeur à l'université en France, on lui foutait la paix. L'immunité, on pouvait rien lui dire, il y avait juste un juriste qui le suivait, et encore il a réussi à donner des cours aux juristes. Je t'apprends, mais laisse-moi tranquille mec, de toute façon t'as rien à me dire. Et voilà, donc la Belgique, j'ai l'impression qu'on est un peu les champions aussi avec ce truc-là. Et comme l'Europe, c'est plein de pays différents, c'est pas les États-Unis. À la base, l'euro, je crois que c'était un peu le but, c'est de faire un pays qui s'appelle l'Europe avec la même monnaie. En Europe, on est un continent qui n'est pas très grand, mais avec beaucoup de cultures totalement différentes, des langues totalement différentes, des façons de penser totalement différentes. C'est le Far West, quoi, mec. En même temps, j'ai envie de te dire, si la France avance plus vite que nous en termes de régulation, c'est normal que... Mais l'innovation, le fait de laisser tranquille, et c'est l'exemple même de Q-Squatter, le fait de laisser tranquille un peu les gens, comme tu disais, et de laisser un peu ce Far West se dérouler, et si les gouvernements, même l'Europe, commençaient un peu à observer ce qui se passe en fonction des comportements des pays, des régions, etc., je pense que ça leur rapporterait beaucoup plus que commencer à directement mettre des barrières et commencer à dire vas-y, non, on va contrôler. Faut pas oublier que quand on dit non à quelqu'un, dit non à un enfant ou quoi que ce soit, t'inquiète qu'il va essayer de faire pour voir ce que ça fait. Pourquoi on me dit non, en fait? Mika, ok, très bien, mais moi je pense qu'il faut vraiment une longue phase d'observation, mais l'État est très greedy. S'ils voient qu'il y a des milliards qui partent à gauche et des millions qui partent à droite, eh bien ils vont aller à gauche et à droite pour les récupérer. Et c'est de la super centralisation en plus. Oui, pour un système qui est décentralisé de base et qui ne prône absolument pas ça non plus. Mais ils font ça aussi pour protéger les retail. Enfin, je veux dire. Oui, alors la protection du consommateur et des retail, c'est tout ce que tu veux. Je suis totalement d'accord. Et heureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués financièrement. Et ça, c'est encore une fois, c'est un autre débat. Mais l'État n'a aucun intérêt à éduquer tout le monde financièrement. Sinon, les gens se comporteraient totalement autrement quand l'État prend des décisions, par exemple, d'augmenter ou diminuer des taux d'intérêt. Si tu es vraiment intéressé, on a de la chance de vivre aussi en Europe et de pouvoir avoir accès à autant d'informations. Si tu ne fais rien, tu es juste victime d'un système financier qui te permet de manger tous les soirs ou même manquer à manger le soir en rentrant chez toi parce que tu n'as pas assez d'assets qui ne t'appartiennent pas, quoi, tout simplement. Après, je termine ça. J'ai appris que, par exemple, en France, maintenant, on peut brûler des billets de banque. Parce que j'ai appris, c'est plus interdit par la loi. Je l'ai lu, je sais plus où. Ah ouais, j'espère que c'est pas une connerie. Un peu comme Serge Gainsbourg qui. Mais à l'époque de Serge Gainsbourg, par exemple, c'était interdit parce que le franc, parce que c'est des francs français, appartiennent à l'État et n'appartiennent pas aux consommateurs. Donc dis-toi juste que l'argent que tu as en main ne t'appartient pas, ça appartient à l'État. Si l'État décide de venir chercher ton argent
sur ton compte en banque, ils viendront le chercher, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire et ils ont tous les droits de le faire, ça c'est clair et net. Le fait que Gainsbourg ait brûlé un billet de banque et que ça a fait tout un scandale, etc., c'est parce qu'à ce moment-là, l'État était dans une politique de déflation. Maintenant, on est dans une politique d'inflation, on peut burn, quoi, tu vois. C'est un peu ça l'idée, quoi. Et donc, du coup, la circulation d'argent peut changer. Et ça passe aussi à travers on ne condamne plus les gens qui brûlent des billets ou qui mais de les, toute façon, qui c'est les parce, jettent. Quoi. c'est parce que le fiat ne vaut plus rien. Donc. C'est intéressant ce que tu dis, mais le fiat, c'est quand même ce qui te permet de pouvoir vivre, mec. C'est ça, c'est là. Oui, c'est ça. C'est une ça, convention, hein. C'est on- une convention. on dit que collective. on dit que le fiat vaut plus rien. Ouais. C'est quand même ce qui nous fait manger Bah tous oui, les jours, si encore t'en as pas, tu aujourd'hui. manges pas. Donc. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qui est concerné par Mika? Tout, ouais. Bah, Et- WA, tous les tokens. Tous les tokens? Non, certainement pas tous. parce que Peut-être avec un market cap qui. Non, c'est pas la market cap. Ah, c'est pas les market cap qui les dirigent. Ouf. Alors, les NFT. Yes. Hein Alors, les NFT ne sont pas concernés parce Ok. qu'ils sont uniques. Oui, bah oui. Oh. En fait, c'est ça. C'est un billet. Voilà. Ouais, bah, ça a du sens avec ce que je disais. Exactement. Trop bien. Mais c'est pas qu'ils sont pas concernés par une loi, ils sont déjà couverts par d'autres lois. Qu'est-ce que ça implique, Mika, pour l'instant? Est-ce que vous aviez entendu que Tether avait lancé son euro digital, Non. son ERT? Heurté. Non, mais par contre, je sais que USDT n'est plus trop utilisé et que maintenant il faut utiliser de l'USDC, de Circle, parce que l'USDC. Alors, l'USDT, du coup, effectivement, n'est pas compliant sur Mika. Du coup, je pense qu'il n'est plus autorisé sur les échanges compliants et on est en train de glisser vers l'USDC, émis par Circle. Et qui est compliant d'ailleurs. Qui est compliant et qui, en fait, est fortement lié à Coinbase, en tout cas à son départ. Et Yes. donc, eux ont fait un gros effort pour se mettre. Dans la régulation. Voilà, exactement, pour régulariser leur coin. Maintenant, c'est pas pour autant que Tether veut se retirer du marché européen. Est-ce En fait, que le RT, il est compliant celui-là ou non, justement. En fait, deux ils viennent d'annoncer qu'ils allaient l'arrêter. Quand ils arrêtent comme ça, ils font quoi? Ils te donnent un délai pour récupérer, enfin pour convertir revendre. tes trucs. Enfin, et, ouais, puis, pour swap, quoi. et puis ça n'existe plus. Et c'est quoi un stablecoin qui est conforme à réglementation MiCA? Tu sais ça? Alors, Tu vois, parce que pour moi, ouais, ils doivent avoir une réserve de valeur, j'imagine. C'est ça, en fait, c'est toutes des règles qui entourent l'émission et la gestion des tokens, Ok. la conformité réglementaire, le suivi des transactions et des risques, Oui, c'est ça. les connexions Ok, ok. avec les portefeuilles et les échanges numériques. Donc, Ouais. c'est vraiment tout un souci de traçabilité par rapport aux tokens qui sont émis qui vont faire que ils vont être compliant. Alors, une autre conséquence de Mika, ça concerne directement les utilisateurs de Coinbase. À mon avis, ils ont dû enlever le staking. Ils n'ont pas enlevé le staking, mais ils ont annoncé la fin du programme de récompense en USDC Hein? dans tout l'espace économique européen. Donc, Mais à mon avis, tu depuis... sais pourquoi? Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, en gros, tu te faisais trop d'intérêt par rapport aux banques. Non, moi je crois que c'est plus une question de devise. Ça les fait chier parce que l'USDC est backé sur du dollar à balle parce que c'est Circle et voilà, ils sont compliant parce qu'ils ont un backing correct, je pense. Enfin, ça doit être un truc comme ça. Ouais, mais c'est parce que tu as aussi plus d'intérêt. Et l'Europe ne voit pas l'intérêt à ce que ses ressortissants utilisent le dollar. Je et pense n'utilisent pas leur que vous propre monnaie. avez tous les deux raison, parce Ok. qu'il y a une autre fonction qui a été enlevée de Coinbase, c'est la fonction Learn and Earn. Ok. Est-ce que vous connaissiez ça? Est-ce que vous utilisiez Mais- ça parfois? Non. Moi, j'ai pas utilisé parce que maintenant je connais bien, mais en gros, c'est un peu ça qu'il y a. Enfin, c'est comme Binance, Binance Learn, etc. D'ailleurs, ça me fait penser à le truc qu'on vient de montrer. Ouais, avec le truc de À finance, Jiggle Academy, ouais. à Jiggle Academy. Ben, en fait, tu apprends la blockchain et tu es récompensé avec 5-10 euros pour avoir appris. En gros, genre, tu fais un petit cours sur Algorand, sur ETH, sur peu importe, sur n'importe quelle crypto, et à chaque leçon que tu passes, tu es récompensé d'un peu de crypto. Alors, on va passer à quelques sujets en bref. Est-ce que vous êtes familier avec les airdrops? Non. Ah non, non. Et d'ailleurs, j'ai envie d'en parler là. Oui. Ouais, d'office, hein. Quand tu traînes un peu trop dans le Web3, tu commences à avoir des petites récompenses juste parce que parfois tu tu gardes un NFT et tu reçois des cadeaux. Alors, exactement. On ne sait jamais vraiment d'avance ce qui va provoquer un airdrop. Qu'est-ce que c'est qu'un airdrop, FOM? C'est des récompenses, on l'explique aussi dans le magazine. C'est une récompense que les nouveaux projets blockchain donnent, on va dire. Donc airdropper, donc airdrop, c'est-à-dire lâcher des tokens. Et parfois, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs règles, mais en soi, dès que tu touches à une blockchain, que tu as, on va dire, fait quelques transactions, etc., ou tu as mis un peu d'argent, tu as bridgé un peu de tokens sur une autre blockchain, parfois ils récompensent les utilisateurs
pour les inciter à utiliser la blockchain. Donc en gros, ce qu'il y a eu avec Hyperliquid, qui était l'un des plus gros airdrops de cette année. Ouais, effectivement, donc c'était un de ceux dont j'allais parler, et même un des plus gros airdrops qui ait jamais eu lieu. Je vais juste compléter l'explication pour faire un parallèle en mode un peu plus Alan en parle. Un airdrop, c'est pour donc inciter une nouvelle... Enfin, par exemple, tu lances une nouvelle blockchain pour qu'il y ait des gens qui l'utilisent, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à la créer et ton token n'aurait pas de valeur. Eh bien, tu les stimules à travers, par exemple, des récompenses. Exemple, il y a des banques qui vont te dire, si tu ouvres un compte chez moi, tu reçois 50 € sur ta carte. C'est exactement le même principe. Tu vas l'ouvrir pour avoir le cadeau de 50 €. Un airdrop, c'est si tu utilises la blockchain qu'on a créée avec l'équipe, etc. Ou mon service. D'une manière ou d'une tout à autre, fait. pour mon service, pour mon truc, de ce que j'offre. Donc, si tu mets en staking au moins autant de crypto sur ma blockchain, si tu fais 10 transactions, j'invente, 10 transactions différentes sur ma blockchain et que tu fais ça, il y aura un airdrop en fin d'année. Et donc, toi, tu vas être là avec ton portefeuille, tu auras fait tout ce qu'ils t'ont demandé de faire. Ça se trouve, il n'y aura pas grand-chose. C'est ça que tu dis, c'est que tu sais jamais vraiment quoi. En fait, moi, ça va même encore plus loin. Je dis que tu ne sais jamais ce que tu dois faire. C'est-à-dire que Ah oui. Très ce intéressant. que tu expliques, c'est tout à fait ça. Mais tout ça, c'est dit a posteriori. C'est pas dit a priori. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment, tu as un projet qui va arriver et c'est pas spécialement pour une blockchain. Ça peut être pour un protocole qui opère sur une blockchain qui existe déjà. Ils disent voilà, et c'est ce qui s'est passé avec Hype. Hype, il faut savoir, c'est potentiellement une nouvelle blockchain. Elle n'est pas encore vraiment fonctionnelle. C'est toujours très centralisé comme blockchain, donc ça fait déjà un petit problème. Il n'y a pas beaucoup de validateurs autour. C'est toujours un projet en test. Mais ce projet en test a généré plus de volume directement que Uniswap. Alors que Uniswap est installé depuis des années. Et je peux savoir pourquoi il est devenu plus fort que Uniswap, pourquoi Alors c'est plus de total. En fait, moi pour l'avoir un peu utilisé, c'est vraiment gasless. Donc c'est sur Base. C'est sur Arbitrum pour l'instant, mais donc pour ceux qui ne sont pas familiers, gasless, ça veut dire que tu n'as pas ou très peu en tout cas, de frais de transaction à payer quand tu opères sur la blockchain. Et là, en l'occurrence, tu payes de temps en temps des petits centimes quand tu veux transférer parce que tu fais une action sur la blockchain de base qui te permet de bridger. Donc bridger, c'est le terme de transférer des tokens entre deux blockchains qui a priori sont pas interconnectés, mais les bridges permettent de les interconnecter. Quand tu déposes ton argent dessus, là, tu as une petite frais de transaction. Mais quand tu fais ton trade sur la plateforme, c'est vraiment comme si tu étais sur Binance, tu appuies sur acheter et tu achètes. C'est user-friendly, quoi, du coup. Voilà, alors que normalement, quand tu interagis avec un DEX, quand tu appuies sur Swap, tu as ta petite fenêtre qui s'ouvre à côté, donc ton MetaMask, ton fantôme, et qui te demande encore de confirmer la transaction. Il y a beaucoup de gens qui comparent Hype à Binance. Mais en décentralisé ? Voilà, exactement. Okay. Ils disent que c'est vraiment, en termes de user experience, etc., ce qui se rapproche le plus, ce serait du coup, Binance. tu es obligé d'avoir un wallet MetaMask ou Rappi pour pouvoir accéder à ça ? Exact. Tu peux pas avoir Phantom et tout ça ? Maintenant, tu peux utiliser ETH sur Phantom. Donc, il faut voir s'ils l'ont intégré. Est-ce que du coup, tu dois avoir un peu d'Arbitrum pour pouvoir l'utiliser ? Non, parce que les transactions sur Arbitrum se payent avec ETH. Donc voilà, donc Arbitrum, c'est un L2. Un L2, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'épisodes là-dessus. Mais en gros, un L2, c'est un layer supplémentaire sur une blockchain, en l'occurrence quasi toujours Ethereum, parce que Ethereum est, on en parlait plusieurs fois, très très cher à utiliser dès qu'il y a beaucoup de gens. Eh bien, les L2, ça permet aux gens de faire des transactions sur l'équivalent d'Ethereum avec une vitesse plus élevée et des frais beaucoup moins élevés. Et donc là, pour l'instant, Hyperliquid, qui se présente comme un nouveau L1, est toujours en train d'utiliser des L2 et un autre L1 pour fonctionner. Donc évidemment, il y a encore des étapes à passer. C'est là qu'il se démarque aussi, quoi. C'est ça aussi. Donc qui est un peu il y a chiant. 3 choses à retenir pour cette blockchain-là. C'est que c'est user-friendly, très peu de coûts et L1 potentiellement. Potentiellement L1. Donc si ça c'est déjà atteint, si ces 3 objectifs-là, ils en ont déjà réussi, user-friendly c'est déjà fait, enfin voilà. Mais si les 3 sont combinés et que ça fonctionne, c'est un grand avenir. Si vous voulez vous renseigner, je vous invite à regarder la vidéo que Asher vient de sortir. Est-ce qu'il fallait mettre beaucoup d'argent ou pas du tout Je sais que quelqu'un a mis 35K
Il en a perdu 15, mais son airdrop, c'était 27 000 hype, je pense. Ouais, mais c'est parce que le hype, c'est aussi apprécié de ouf aussi. Pour le même prix, le token vaut rien, enfin pas grand-chose, et donc c'est ça. Il suffit qu'il y ait un petit malin qui arrive à exploiter le code. Le token est fini. On passe de 25 à 0 C'est euros. là aussi enfin pas le danger. Oui, c'est un danger, mais c'est là le côté un peu, c'est le Web 3 quoi. Et où est-ce que où tu vas sur Internet, où est-ce que tu vas chercher un peu les différents airdrops qui existent? Justement, là t'as ta femme qui propose un truc qui est un peu ouf. Donc c'est des gens qui prennent la peine de faire ça, qui ont fait un agrégateur d'airdrop. Alors on a Hyperliquid, mais on a eu d'autres gros airdrops. Est-ce que vous avez entendu, avant de parler des vraiment gros, de M3M3? Non. Oui, Moi, j'en airdrop, ai je suis un peu parlé. largué, les gars, je vous le dis déjà, donc je vais pas pouvoir dire grand-chose, mais Alors, je vous écoute. M3M3, ça veut vous dire fait penser, ça veut dire mime, donc ça fait fort penser à un mème, et c'est quelque chose qui est apparu sur les portefeuilles de certains utilisateurs sur Solana. Et il se trouve que c'est en fait un token de gouvernance. Et Ok. donc, ça arrive sur ton portefeuille comme si c'était un mème, mais en fait, c'est le token de gouvernance du très sérieux Meteora, qui est un protocole qui permet de faire des pools de liquidité, du lending, etc. sur Solana. Et donc, ils ont décidé de donner une partie de la supply de leur token de gouvernance à des utilisateurs de Solana. Nice. C'est parce que tu avais utilisé Meteora? Non, c'est parce que j'ai un NFT. Tu vois, mais c'est ça aussi. Donc en fait, ce NFT-là, avant de l'avoir, enfin voilà, t'étais. Ouais, je savais loin pas. de Et en savoir fait, ça. le gars qui a ce projet NFT, ben, c'est un type qui est ultra actif dans Solana, Ouais, il a des contacts. Enfin, c'est un peu ce qui a des truc-là. putains de contacts. Et donc, lui, il connaissait les mecs de Meteora. Il a dit, OK, ben, tous mes holders. Mais c'est super intéressant ce que t'expliques là, mec. En vrai, c'est ouf. Donc en fait, l'écosystème, il est infini, quoi. Un autre airdrop qu'on a eu sur Solana, on a eu Magic Eden qui est arrivé il y a peu. Ouais, mais il a bien descendu, hein, dit. La différence, Hyperliquid, il est un peu plus dans un écosystème fermé. C'est-à-dire qu'il faut le bridger, etc. Tu sais pas encore le trader directement sur la blockchain, c'est un peu plus difficile. Un token comme Magic Eden, déjà, ça concernait beaucoup plus d'utilisateurs. Parce que Hyperliquid, il fallait aller sur une plateforme spécifique. Maintenant, le airdrop de Magic Eden, il a été accordé à n'importe qui avait interagi avec la blockchain Solana, tradé quelques NFT, même si c'était en 2021, même si c'était en 2022, même si c'était en 2023. Et donc, ça a englobé un nombre de portefeuilles énorme, d'autant que Solana est une blockchain qui va très vite. Et le monde des NFT, c'est le Far West x 1000. Ok. Du coup, dans le monde des NFT, encore plus sur Solana, parce que les frais de transaction sont très réduits, quand il y a des nouvelles collections qui sortent et qu'elles sont hypées, les gens vont essayer de se procurer ces collections. Comment est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont set up des bots, soit dans le smart contract, une adresse ne peut avoir qu'un NFT. C'est tout à fait possible. Ok. Maintenant, sur Solana, les frais de transaction sont tellement faibles que tu peux créer 10, 15, 20, Ouais. 50 adresses et essayer sur ces 50 adresses de te procurer le NFT. Mais donc, même si tu as fait ça Ouais, t'as interagi. avant, tu as interagi avec la blockchain. Ouais. Et donc, chacun de tes wallets. Ouais. Et donc, c'est pour ça il y a des gens qui se sont retrouvés avec... Putain, c'est une folie. Mais par contre, il faudrait que tu expliques que les NFT, les collections de NFT, enfin de NFT PFP, de Profile Picture, c'est vraiment un monde vraiment. Tu as la crypto qui est sauvage. Tu as les shitcoins qui sont sauvages x 10. Et les NFT, c'est sauvage x 1000. Il y a aussi ce côté, pas loterie, mais ce petit côté. Si, c'est vraiment ça. C'est vraiment la loterie parce que si tu achètes une collection IP, Ouais. Oui, il y a ça. imaginons tu as le NFT le plus rare. Et ben, si la collection est vraiment IP, je te jure que le NFT le plus rare de la collection, Peut coûter très très cher. il peut partir, Ouais, donc il y a ce peut côté un partir peu à de des, loterie. Ouais, t'as à- raison, à je des sais. sommes qui changent la vie en un coup. On va parler deux dernières drops. Pengu. Ouais. Donc Pengu, c'est très particulier parce que eh bien, ce projet qui est installé sur ETH depuis un petit temps, il n'y a pas longtemps, ils ont teasé un airdrop qui allait arriver. Maintenant, ce qui est particulier, ETH c'est super cher, ils le savent très bien. Où est-ce qu'ils ont décidé de dropper leur token? Solana. Exactement. Ouais, ça m'étonne pas. Donc déjà, C'est trop marrant. Bah oui, parce qu'en fait, eux, quand ils airdrop, ils payent des fees de transaction vu que c'est la blockchain. Ok. Pour claim, si tout le monde veut claim un airdrop en même temps sur ETH, ben, ce sera possible. Juste, tu vas payer 100, 200, 300, 400, 500 dollars Ouais. ta transaction. Sur Solana, tu vas payer beaucoup moins cher ta transaction. Après, quand il y a beaucoup de hype, on va pas se mentir, c'est difficile aussi de l'avoir sur Solana, mais ça te coûte pas plus cher. C'est juste que ça te met du temps. La différence entre Solana et Ethereum, je dirais Microsoft et Apple, tu vois. Ah ouais. Pour moi, en termes de user experience, Solana est vraiment un niveau au-dessus. Solana a tellement bien emballé ça. Et ils ont aussi l'avantage d'être arrivés après, donc d'avoir pu constater Constater. quels étaient les défauts, quels étaient les problèmes d'Ethereum. Solana a été
ultra décrié au début. Ouais, mais ça, je me souviens. Notamment par les gens de TH, et je sais que même encore maintenant dans les groupes, je parle avec des gens, des fois ils me disaient Solana, ça m'intéresse pas. Solana is broken, Solana. Tant pis pour toi, Solana frérot. is for the poor. Ah et bien bah. en fait, les pauvres, c'est nous en fait. Mais clairement, c'est nous tous. Et en fait, tous ceux qui sont Ethereum maximalistes, c'est parce qu'en fait, en gros, ils étaient là en 2013, 2015. Ils vont pas dire du mal d'Ethereum parce qu'en fait, ils se sont fait leur richesse grâce à ça. Ce genre de personnes-là vont devenir un peu des conservateurs. Quand tu vois ces gens qui sont conservateurs par rapport au Bitcoin, Ethereum et qui disent ah mais j'ai pas envie d'utiliser les autres parce que c'est de la merde. En gros, quand tu fidélises des gens en leur donnant des trucs et qui en fait après ça prend beaucoup de valeur. En fait ils deviennent biaisés par rapport au truc et moi j'essaie de pas trop avoir ce biais là sur mon Twitter. Je mets point CCIP, c'est parce qu'en fait en gros moi je suis pour toutes les blockchains en même temps et je suis content quand Jean-Jacques en a parlé. Il a dit c'est vrai qu'il y a 5000 blockchains mais il y en a quand même 50 qui m'intéressent et là je dis ah ok c'est bon, j'ai eu la réponse que je voulais parce qu'en fait en gros il est pas minimaliste. Il y a une vision super intéressante où on dit que en fait à la fin il n'y aura pas une seule blockchain, il y en aura plusieurs et chaque blockchain aura sa spécificité, sa spécialité. Et c'est déjà ce qu'on voit, par exemple. C'est ce qui se met en place, ouais, le VET, par exemple, qui est... VET, c'est VeChain. Ouais, c'est une blockchain qui est spécialisée dans la logistique et donc qui permet vraiment de garder une trace sur des transferts, des marchandises, etc. Chainlink aussi fait des trucs comme ça, collecte de données, donc Oracle, quoi. Hein. Donc, exactement. Externe, donc une donnée qui se passe dans la vie réelle, qu'on l'intègre directement en temps réel sur la blockchain. Comme si quelqu'un tapotait sur son PC. Mais là, Chainlink, c'est pas un L1 par contre. Non, c'est pas un L1. Ah oui, bah oui, toute la différence. Mais toute la différence, tu vois. Chainlink, c'est un oracle. C'est un protocole qui est mis sur l'interopérabilité et qui, en fait, apporte des datas du monde réel à la blockchain et maintenant même des datas de la blockchain à d'autres blockchains. Ouais. Et donc, ils leur permettent de communiquer. Il y a un épisode dessus, donc... Non, mais c'est intéressant parce que moi, je parlais que du monde réel vers la blockchain. Mais dans l'épisode, je parle pas de entre deux blockchains, par exemple. Donc, mais c'est un des trucs les plus importants en plus. C'est justement, en fait, ils essaient de résoudre en fait le côté IBAN, comme je disais. Oui, c'est l'interopérabilité des blockchains. Et moi, je trouve que ça, moi, je disais que c'était un peu idiot d'avoir 15 wallets différents, donc 15 portefeuilles logiciels. Et que c'est en fait c'est un enfer en fait pour des gens qui commencent. Mais c'est pour ça que ça décourage beaucoup de gens à vouloir rentrer dans le Web3 et comme on parlait, user-friendly, etc. Alors, on va finir sur les Pudgy. Quand ils ont annoncé leur airdrop, à votre avis, combien coûtait un pingouin Alors, quand ils l'ont lancé, le airdrop Non, ils l'ont annoncé. Quand ils l'ont annoncé, le airdrop. Et c'était quand ? Plus ou moins, hein. Il y a 1 an, 2 ans ou c'était genre il y a quelques mois ? C'était il y a quelques mois, voire quelques semaines. Je crois qu'il est passé de 12 à 35. Exactement. Ah, c'est ça ? Je suis trop fort. Il est monté à 36 ETH, donc plus ou moins 125 000 juste parce qu'on a annoncé un airdrop. Exactement, mais c'est justement là où la spéculation arrive. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, on ne sait pas encore combien l'airdrop va avoir pour chaque pingouin que tu as. Et le airdrop, il est annoncé où ? Où est-ce que tu vas voir ? Sur les réseaux sociaux. Donc tu vas sur X et hop, tu vois Discord, par exemple. les réseaux sociaux, tout ça. Okay. Et donc, quand ils ont dit OK, on va faire un airdrop sur Solana, machin, hop, le prix du NFT a explosé, monté jusqu'à 125K. Si tu regardes le graphique, à l'heure où l'airdrop est parti, il a perdu 20 ETH. En fait, c'est de la spéculation pure. C'est juste, j'achète mon NFT, je prends le airdrop. Le airdrop, potentiellement, il va me rapporter plus que le NFT. Et ensuite, je revends le NFT. Mais c'est donc ça le deal des NFT. Enfin, non, pas tous, cette hype un peu. Pas tous, mais ça arrive, tu vois. C'est ça le délire. Il faudrait aussi parler des NFT uniques comme Fidenza, si tu peux aller regarder Fidenza. Et ça, c'est juste de l'art, en fait. C'est juste que Oui, ok. Ça, c'est ok. Ça, je comprends bien ce principe-là. C'est juste, en fait, ça, c'est la cote artistique. C'est vraiment. C'est ça. Donc là, c'est vraiment comme si c'était le marché de l'art. Tu viens, t'achètes parce qu'en fait, en gros, t'aimes bien son art. Donc Fidenza de Tyler Hobbs. Et ça, c'est juste parce que c'est beau. Et je sais que Snoop Dogg en a acheté un, etc. Oui, voilà. Et donc là, c'est une galerie d'art carrément. Et on achète plus pour la beauté du truc, j'imagine. Mais ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai quand même du mal avec ça. Regarde le prix en plus. Hein. Ouais, je vois 70 ETH, 75. Je suis mort. En fait, je pourrais en parler aussi d'ailleurs, parce que c'est un marché que moi, il m'intéresse plus, parce que j'investis aussi un peu dans l'art de base, pas NFT. Et en fait, ça m'a appris comment le marché de l'art fonctionne en fait. Je vois ce que tu veux dire. Le marché de l'art, en fait, il est répercuté. Mais c'est ultra intéressant, hein, je dis pas. Hein. Et même le principe même du NFT est dingue et tout. Mais moi, c'est la discussion qu'on vient de voir avec les airdrops, les NFT, etc. Je comprenais pas pourquoi autant de gens
un gars qui est fan d'art, je comprends tout à fait le délire. C'est, il est beau, il est unique, c'est à moi, c'est dingue. Et du coup, mais je pense qu'il faudrait faire un épisode entier sur Ouais, ça, le parce NFT, il que- faudrait faire un épisode. Mais là, j'ai appris une subtilité qui maintenant m'a remis un peu les pendules à l'heure à travers cette hype, ce truc de vas-y, on trade un NFT. Pour moi, je comprenais pas trop le délire de j'achète, je revends un NFT. Et en fait, c'est juste lié au airdrop, à la hype, au truc. Le airdrop, donc le jeton, il a coûté 5 cents pendant à peu près 40 minutes pour chuter ensuite. Donc je parle des pengus qui ont été airdroppés aux Pudgy Penguin et aux utilisateurs de Solana, parce que c'est là aussi que le créateur des Pudgy Penguin a été intelligent, c'est qu'il a inclus, et il l'a dit directement, 25% de la supply, il l'a distribué aux autres communautés. Donc il a distribué, je crois, 12% aux holders de ces NFT, qui donc, par NFT, ont eu un énorme airdrop, probablement par rapport aux autres, vu ce que le NFT a fini par coûter, mais il a aussi inclus plein d'autres communautés. Alors ce airdrop, il a teasé un potentiel futur airdrop auquel je vous conseille à tous de vous intéresser. Abstract. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que Abstract? Abstract, c'est abs.xyz. Donc qu'est-ce que c'est que Abstract? C'est la chaîne de Pengu. Exactement, c'est une chaîne qui est créée en fait par les développeurs de Pengu, qui est déjà annoncée comme étant une chaîne construite pour les NFT. C'est toujours un bon indice. Je fais jamais d'analyse technique, mais je fais pour moi-même des analyses fondamentales. Et un de mes critères quand je cherche un L1 ou un L2, est-ce qu'il y a une communauté qui est prête à s'impliquer dans les NFT? Est-ce que la chaîne est faite pour les NFT? C'est toujours un très bon signe. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse Il y a aussi les mêmes à Abstract et les mêmes coins. Et là, on sait pourquoi aussi Solana tient si bien. C'est parce que tous les mêmes coins sont sur Solana. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est hyper intéressant. Alors, on va finir sur les NFT. Est-ce que vous savez ce que c'est que Artefact? FKT. C'est la collaboration entre Nike et le projet qui s'appelle Artefact. Donc ça a été fondé en 2020. Ils avaient d'abord levé 8 millions de dollars et été rachetés par Nike en décembre 2021. 2021, ça correspond à un bull run et donc forcément à ce moment-là, tout le monde s'intéressait aux NFT parce que c'était en plus ce qui était vraiment à l'avant de la cryptosphère. C'était les prix fous des NFT avec les Bored Ape, etc. Les CryptoPunks. Mais tu peux parler de ça, mais il y a aussi Artefact, mais il y a aussi Lacoste. Il y a Lacoste et il y a Adidas même avec leur Ape. Ils ont fait quand même 50 millions de dollars de revenus. Et donc ça a été vraiment un acteur clé du marché des NFT, notamment grâce à des collections qui s'appellent Monolith, MNLTH, et Clone X, qui doivent plus valoir grand-chose maintenant. Mais Clone X, c'était pas avec Murakami? Si, c'est ça, c'est des collaborations avec Murakami. Seulement, la demande des NFT elle a fortement chuté en 2022, enfin depuis 2022. Et donc moins de ventes, moins de valorisation des projets phares. Et donc Nike a décidé de mettre la clé sous la porte. Oh là là. Mais quoi, C'est ça veut ouf. dire que quoi, ils sont barrés avec les 50 millions et ciao? Là, ils annoncent, ils prennent quand même le temps. Ils vont sortir une dernière collection, Monolith X, avec le Blade Drop. C'est pas ce que ça veut dire Ouais, exactement, mais c'est sera un peu lancé des- en C'est un peu des miettes, 2024. quoi. C'est un peu des miettes pour les gens qui investissent dedans, quoi. Ouais, c'est pour dire au revoir, mais effectivement, pour les gens qui ont investi, parce que c'était des NFT qui valaient très très cher à un moment, pour des gens qui ont investi, ils peuvent se sentir complètement lésés maintenant. Ouais, moi, dans je suis leur un peu annonceur. d'accord avec Fom. Je trouve ça un peu chouette quand même. Ah, c'est totalement chouette, c'est Mais c'est dégueulasse. surtout qu'en plus, eux le savent, c'est-à-dire qu'en gros, si t'es un insider, tu peux revendre avant tout le monde. Oui, enfin, tu vois, Mais ça devient une mais manipulation. c'est- tout, c'est un peu- ça, malheureusement, après les délits d'initiés dans la crypto, les gars, Ouais, je pense c'est que- ça. je pense qu'il y en a tous les jours. Ça, hein. c'est clair. On arrive au moment que vous attendez tous. Alors le jeu d'aujourd'hui les copains, ça s'appelle le jackpot. Qu'est-ce que c'est que le jackpot? Le jackpot c'est un fork du 4 à la suite. Et donc c'est juste un 4 à la suite en amélioré. La subtilité dans ce jackpot, donc, c'est que si vous enchaînez les 4 premières bonnes réponses, vous pouvez continuer et amasser des points jusqu'à ce que vous vous plantiez. Si vous ne faites pas les 4 premières bonnes réponses, vous pouvez avoir 4 points maximum. Il y a 8 questions. Ici, j'ai 5 thèmes devant moi. Je vais vous demander à chacun d'en choisir 2. Ok. 2, ok. Alors, pour déterminer qui va choisir le thème en premier, les thèmes sont pas vraiment cryptiques, mais je vous en dirai pas plus. Je vous donnerai juste l'intitulé du thème, qui est Ok. très court. Je vais vous demander de faire en une manche un pierre, papier, ciseaux.
Pierre, papier, ciseaux. 1, 2, 3. Ok. J'ai gagné. C'est Alan qui a gagné. C'est Alan qui va donc choisir son premier thème en premier. Donc, Fom choisira ensuite. Et Ouais. puis tu choisiras ton deuxième thème. D'accord. Alors, j'ai 5 thèmes à vous proposer aujourd'hui. Le premier thème, c'est les crypto bros. Ou pas. Ok. Le deuxième thème, c'est crypto shitcoin. Ok. Le troisième thème, c'est crypto slang. Ok. Le quatrième thème, c'est crypto scam. Ok. Et le cinquième thème, c'est crypto IRL. Waouh, chouette. Chouette. Ouais, mec, ouais, ok. Je vais prendre le deuxième, c'est lequel encore? Crypto shitcoin. Je vais prendre ça. Ok. Fom, Je vais il te prendre, reste le troisième, c'est crypto. slang. Ouais, c'est ça. Je vais prendre ça. Ok. Ok. Et je vais prendre CryptoScam Crypto scam. pour te faire chier, femme. Et du coup, le dernier, c'était quoi encore les deux derniers Ah, mec, ça va être C'est chaud. bro ou IRL. Allez, je vais prendre crypto IRL. Crypto IRL. Bon, T'as l'air on dépité, a mec. Non, mais ils sont bien. Alan, toi tu avais shitcoin Shitcoin et scam. Et scam. et Slang et IRL. slang et IRL. Let's go. Quel thème tu veux essayer en premier, Alan? Scam. Scam. Alors, je lis les questions. À partir du moment où j'ai fini ma question, il y a ceci qui s'enclenche. Il vous reste 8 secondes Ah, ok. pour répondre. Les décomptes, quoi. Exactement, avec la pression. Et voilà, à ce moment-là, si vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas le point. Ok. Si vous enchaînez les 4 premières bonnes réponses, je vais continuer à poser les questions et vous pouvez faire des points bonus. Ok, ok, Si ok. vous ratez avant les 4, enfin, si vous ratez sur les 4 premières, vous aurez quand même les 8 questions, mais vous pourrez gagner que 4 points au maximum. C'est les questions vertes? C'est pas vraiment ouvert et aussi, c'est vraiment comme dans le 4 à la suite. Donc, pour avoir les 4 points, il faut répondre 4 bonnes questions d'affilée. Oh là là, ça va être chaud. C'est super dur. Vas-y. Ah, mais c'est- Vas-y. c'est- En fait, j'ai peur des questions. Alors, tu m'as demandé CryptoScam en premier. Es-tu prêt? Oui. Vas-y. Alors, t'as pas pris le plus facile. Merde. Mon ICO a eu lieu fin décembre 2016 et je suis rapidement devenu un des meilleurs performeurs du top 100 des crypto-monnaies. Mon token a atteint des sommets frôlant les $400 et ma capitalisation boursière a dépassé les 2,5 milliards de dollars. Je garantissais un retour mensuel de 40% à mes investisseurs, mais tout s'est effondré lorsqu'il a été révélé que j'étais en réalité une immense Ponzi. Mon fondateur a disparu avec des millions de dollars et mes investisseurs se sont retrouvés dévastés. Ah, Qui suis-je? mais non, j'ai pas le nom, mais c'est le japonais là. C'est pas lui? C'est FTX? 6Z? Mais non, c'est pas lui. Je sais pas. C'était BitConnect. Je le Ah, je savais, sais, je je sais l'avais, je l'avais. J'avais pas. Alors, question 2. C'est horrible. Quel projet, apparu en 2014, surnommé Bitcoin Killer par sa fondatrice, a été un véritable mirage pour des millions d'investisseurs? Pendant des années, ce projet a séduit des utilisateurs avec ses promesses de gains incroyables et son discours convaincant, jusqu'à ce que sa fondatrice disparaisse mystérieusement avec des milliards de dollars, laissant des investisseurs dans le désespoir total. Aucune idée, mec. Je suis niqué. J'aurais dit Bitcoin aussi, mais bon. Non, c'était OneCoin, avec ouais. la crypto queen. Mais en Non, vrai, c'est j'aurais bon, jamais c'est dû vrai. choisir scam. Jamais j'aurais dû choisir Non, ça. c'est quand tu m'as dit scam, je savais que t'étais foutu, gros. Ouais. Et comme j'ai dit, J'ai j'allais pas... voulu faire ça pour faire chier Fab. Au final, Vas-y. c'est plus moi qui me fais baiser. Vas-y. Alors, troisième question. En 2022, un échange de crypto-monnaies s'est effondré après avoir été au cœur d'une crise de confiance mondiale. FTX. Merci. Ah ouais, c'est bon. On va pas mettre Ah, les décomptes. non, c'est bon, Ça, pas de c'est bon. décompte. Si tu réponds avant la fin de ma question, J'ai au moins un point. tu l'as. Un point. Quatrième question. En 2017, une plateforme d'échange de crypto-monnaies turque a rapidement gagné en popularité. Cependant, en avril 2021, l'échange a annoncé une période de maintenance d'urgence de 6 heures avant de fermer définitivement ses portes pendant 5 jours. Je n'ai aucune idée. Peu après, le fondateur a fui le pays avec plus de 2 milliards de dollars Wow. laissés par plus de 100 000 investisseurs. En Turquie? Ouais. Malgré plusieurs arrestations liées à l'affaire, le fondateur est toujours introuvable et encourt une peine de 40 000 ans de prison. Qui suis-je? J'ai aucune idée, mec. Toi non plus, femme? C'est trop chaud. Ouais, mec. c'était très niche. Le scam, Ouais, il non, était il dur. fallait vraiment s'y connaître. C'est Ouais. Todex. Ouais, je l'avais pas du tout. Ah, si, Ouais, bon. si vous n'êtes Et pas... on le recherche toujours, ces gars? Hein? Ouais, Ouais, bien sûr. hein. bien sûr.
Putain, c'est fou. Et sûrement en Thaïlande. Après, peut-être que ma source, enfin peut-être qu'il a été retrouvé entre-temps, mais de ce que moi j'ai lu, il n'a pas été retrouvé. 5e question. Un influenceur crypto bien connu a attiré des milliers d'investisseurs dans un projet qu'il a promu sur ses réseaux sociaux. Ce projet promettait des rendements incroyables, mais tout s'est rapidement effondré lorsque les liens financiers de l'influenceur avec le projet ont été exposés. Son rôle de promoteur est devenu un véritable scandale de manipulation de marché en plus d'une livraison totalement ratée. De qui et de quoi s'agit-il ? Logan Paul. C'est lui ? Tout à fait. Et le nom du projet ? Ah, je sais plus. C'est pas un truc de. J'ai plus le nom du projet, mec. Je sais plus. Merde. Merde. T'as pas le droit de tricher là, qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas. Mais c'est trop tard, il faut 8 secondes. Ah, Logan Paul. Ouais, c'était Logan Paul, tout à fait. Scam, ouais, je sais Et pas. c'était CryptoZoo. Cryptozoo. Ah, ok. Alors, Cryptozoo, putain. Ok. en 2014, J'ai le point ou pas ? t'as un demi-point. Un demi-point, ok. En 2014, l'un des piratages le plus dévastateur de l'histoire des crypto-monnaies a eu lieu. 850 000 BTC ont été volés dans ce piratage, représentant une perte colossale à l'époque. Cet incident a secoué la confiance dans les échanges de crypto-monnaies et marqué un tournant dans la sécurité du secteur. Et attends, mais j'ai trouvé quoi ? Quel était cet échange en 2014 On en a parlé dans l'épisode juste avant. Ouais, avec Marc Arpelles. Non, non. Je sais pas. Mt. Gox. Ouais, voilà. Ok. Ok. Je me fais lyncher, vas-y. En 2022, un projet de crypto-monnaie a vu sa valeur s'effondrer, provoquant des pertes massives pour ses investisseurs. Son fondateur, Do Kwon, a été accusé d'avoir orchestré une fraude liée à l'algorithme stablecoin. Ouais. Et je veux dire quoi ? Le projet. Le projet, mais je l'ai pas. Mais c'est le Mais truc. si, on en a parlé tout à l'heure. Si, on l'a dit. Et j'ai plus le nom. Luna. La Luna. Ah, Luna. UST. Mais oui, mais je suis trop con en fait. C'est la pression, pression, c'est normal. C'est fait pour ça. C'est fait. Quel con. Ces jeux-là, c'est fait pour vous rendre compte de toute façon. En 2018, une plateforme canadienne de crypto-monnaie a fait faillite après la mort suspecte de son fondateur, Gérald Cotten, qui était le seul à avoir accès aux fonds des utilisateurs. Ah Beaucoup oui. pensent qu'il a simulé sa mort et fui avec les crypto-monnaies. De quel échange s'agit-il ? Tu l'as ? J'en sais rien. Quadriga CX. On pourra faire. Mais mec. Non, les gars, c'est un des plus gros scams dans les crypto-monnaies. Hein. Ah ouais c'est qui a, vrai, non, mais qui a- on qui a connaît eu cette lieu. histoire. Et en vrai, c'est vrai que nous, on les connaît moins bien parce que Quadriga CX, c'est local, c'est canadien. Todex, c'est local, c'est turc. Ouais. Donc forcément, c'est un peu plus dur. Mais en vrai, quand tu te renseignes sur les gros scams de l'histoire de la crypto-monnaie, Ouais. c'est ceux-là qui reviennent tout le temps. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai choisi ce thème. En- Parce que je gère pas du tout ce thème. Quadriga et Todex, j'ai hésité. Mais comme ils revenaient dans toutes mes recherches tout le temps, ben, je me suis dit, ok, je vais le faire. T'aurais pu parler de Bit4You aussi, mais bon. Non, je rigole. Exactement. Ben, alors, on a fini. Est-ce que vous connaissiez Bit Petite ? Non. Non. Aussi un méga scam dont j'avais jamais entendu parler, mais tout ça aussi on n'en a pas entendu parler parce qu'ils ont eu lieu avant qu'on arrive Par dans contre, je la connaissais Bitconnect crypto-monnaie. et OneCoin, je connaissais aussi. Alors du coup Alan, tu es à un demi-point. Un demi-point. Sur combien ? Sur 6 1,5. Ah non, sur 8. Sur 8. Une belle moyenne, tout ça. Une belle moyenne. Mais c'était dur hein, quand même. C'était Retour- hyper Ah, dur. super chaud. c'était le plus. Je crois que c'était le plus dur, franchement. Allez, c'est parti pour le crypto slang. Tu veux le crypto slang ? Attention. T'es prêt ? Ouais. Je suis un format où un expert, un développeur ou un projet de crypto-monnaie répond en direct aux questions de la communauté, qu'elles soient sur Twitter, Reddit ou Ama. d'autres plateformes. La traduction ? Ask me anything. Ok. Deuxième question. Mon terme désigne une tendance négative sur les marchés où la valeur des actifs baisse et où les investisseurs se montrent généralement moins optimistes. Je suis souvent le contraire de bullish. Je suis biriche. Oh, mais c'est 10 fois plus ça, je suis deg. Je désigne un site web ou un service qui distribue gratuitement des petites quantités de crypto-monnaies en échange de tâches simples ou d'interactions. Je suis souvent utilisé pour faire découvrir les crypto-monnaies aux nouveaux utilisateurs. Que suis-je ? Petite tâche. C'est un nom. Ça s'appelle un learn blockchain. Non, tu fais des tasks et c'est un Fiverr. C'est pas, je sais pas. Non, c'est un faux set. Ah oui, putain. Alors, tu as perdu le bonus, mais tu as 2 points.
Je fais référence à un ajustement temporaire de la baisse du prix d'un actif numérique après une période de hausse, avant de reprendre la tendance haussière. Je suis un terme très courant dans le monde des marchés financiers. Qui suis-je? Je l'ai, je pense. Ajustement temporaire. Je peux donner, si Ouais. c'était ma question, c'est une correction. Ouais, c'est Ah oui, correct. oui, je suis con. Bah oui. Mais c'est avec la musique, hein, franchement. tu perds Mais tes j'essaye de me déshumilier, mec, parce que le coup était très dur. Alors, 2 points. Je désigne un type d'organisation décentralisée qui fonctionne sans autorité centrale. moyens. DAO. Ça. Je suis un mécanisme qui permet de connecter deux blockchains différentes, permettant ainsi le transfert de tokens ou de données entre elles. Interopérabilité. Non. On en a parlé. Attends, tu peux continuer. Ah, Ou de données entre elles. Mon rôle est essentiel pour l'interopérabilité dans les Bridger. c'est un bridge. C'est un bridge. Ouais, on De- le donne là-haut. Demi-point. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, allez, demi-point. Ah, gars, de toute façon, il y a pas match, hein, mec. J'ai un point et demi. Allez. Bah- J'ai dit interopérabilité, mais l'interopérabilité, c'est un bridge. Non, il dit. Non, parce qu'il a bien posé sa question, Il a justement. dit, c'est demande le terme. Ouais, c'est ça. En fait, là t'as pris le risque de pas attendre. Parce que, tu vois, les 8 secondes, elles courent qu'à la fin de la question. Maintenant, si tu choisis de répondre, Ouais, Non, si non, tu veux ok, de c'est ma répondre, faute, c'est ma de faute. répondre Allez, plus vite. demi-point. Alors, je fais référence à une levée de fonds où un nouveau projet de crypto-monnaie vend ses tokens avant même le lancement de son réseau. J'ai- Les investisseurs peuvent acheter mes tokens en échange de devises établies avant que je ne sois réellement lancé. Que suis-je? Une ICO. Tout à fait. J'aurais dû presser, mais après ça. Ah, c'est vrai. Mais Pre-sale, c'est le terme plus général. Dans Ouais. la crypto, c'est ICO. ICO. Donc, Initial Coin Offering. Yes. Et il y a aussi IDO d'ailleurs. Initial Dex Offering. Exactement. Pas besoin de te la péter, C'est- femme, merci. c'est très Non, mais c'est juste pour. Non, mais je vois que tu t'appelles. Ouais. Alors, Je rigole. Hein. eh bien, tu es à 1, 2, Deux, 3 trois, et demi. 4,5. Ah non, tu es à 4 et demi. Ah, il me semblait bien. Du coup, tu n'auras que 4 points, mais je vais quand même te poser la dernière question. Je désigne le processus où un projet ou une plateforme collecte des informations personnelles et financières de ses utilisateurs pour vérifier leur identité. Cela KYC. ici. Exactement. Alors, ça nous fait 4 pour FOM. Et KYC, ça veut dire Quatre et Know demi- quatre et Your demi pour Customer. Non, parce que c'est là la subtilité. Tu peux faire que 4 points. Si Ah oui, tu, oui, oui, si tu réponds excuse-moi. pas aux 4 Tout à premières fait, questions. tout à fait. Ok. Les bonus. Alors, Alan, il te reste donc crypto shitcoin. Ouais, putain, ça va être chaud en fait. Hein, J'ai mis le shit entre parenthèses. Donc ok. voilà, c'est le seul indice que je te donne. Es-tu Vas-y. prêt? Non, mais vas-y. Ok. Celui dont je m'inspire est malheureusement décédé il y a peu de temps. Animal célèbre d'Internet, je suis le père de tous les autres meme coins et je suis représenté par un Shiba Inu. Je n'étais qu'une blague à la base, mais la communauté m'a hissé au sommet des marchés de crypto-monnaies. Je suis... Ah, mec. C'est le plus connu du monde. Oui. Elon. Doge. Putain, mec, sorry, je suis désolé, mec. Oh là là. Demi-point. Mais mec, cette musique est horrible. Hein. En fait, elle commence, tu penses qu'elle va finir dans une seconde et t'es en stress de ouf. Apparu en août 2020, la moitié de ma supply a été envoyée à Vitalik, qui l'a par la suite utilisé. Mon créateur utilise le pseudonyme Ryoshi, mais il est aussi mystérieux que Satoshi. Longtemps appelé Dogecoin Killer, je suis moi aussi une blague qui a pris trop d'ampleur. Je suis Shiba Inu. On l'a dit, on en a parlé juste avant. Oui, c'est ça. Alors, Mais Cherche- les gars, ça me stresse de ouf, c'est horrible. cherche dans... Enfin voilà, pense à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ouais. Créé pour servir de moyen de paiement alternatif, j'ai vu ma valeur augmenter grâce à un marketing agressif et des promesses de révolutionner les paiements. Ma figure de proue était connue comme la Crypto Queen. En réalité, je n'étais qu'une arnaque et on ne compte pas les gens qui ont été lésés dans l'affaire, la principale intéressée ayant, elle, disparu. Que suis-je? C'est le scam de la meuf là. J'ai plus. OneCoin. OneCoin. On vient de le dire quoi. on l'a dit. il y a- Et je dis, rappelle-toi de ce qu'on Ouais, a parce dit. qu'on l'a dit avant. Ça donne beaucoup Et d'indices. en plus, quand même. c'était une des dernières questions. Alors, je suis un meme token basé sur un personnage populaire d'internet qui a été symbole de l'humour et des trolls sur les forums et les réseaux sociaux pendant des années. Mon visage vert et mes expressions... Ah, GG. Oh, GG, let's ça, Let's t'as go, été, let's t'as go. été très vite, il y avait encore beaucoup de...
La suite. Je suis un meme coin qui est né de la communauté Solana et j'ai connu un moment de popularité fulgurante en début 2022. Mon nom est celui d'un bruit que l'on associe à un coup porté avec une batte de baseball. Je sais c'est quoi. Ma montée en flèche a été accompagnée d'un fort engouement social. Lancé comme un meme coin, j'étais en réalité porté Bunk par une grosse équipe de développeurs et d'influenceurs. Bonk. Putain, Bonk, c'est quelque chose. C'est Bonk. indice quand même. Hein. On m'entend là? Ouais, bonk. Ok. On nice. t'entend. Non, en vrai, je me suis juste focus sur le truc de batte de baseball. J'étais, attends, ouais, quel bruit ça fait et tout. Et puis j'étais bonk, bonk, C'est bonk. d'ailleurs. Oui, c'est ça. je l'ai déjà vu. C'est ça, c'est bon. Alors, est-ce que tu veux essayer les questions pour lesquelles tu n'auras pas le point ou pas? Ouais, vas-y. Hein, Allez, bye. let's go. Alors, Ah, je peux participer aussi. Donc là, j'ai combien de Ouais. points là du coup? hein J'ai combien de points? T'as 4. 4. Oh, ça va, je m'en sors. Ok. Je suis un projet blockchain qui vise à résoudre les problèmes de scalabilité d'Ethereum. Bien que souvent associé à la solution de Layer 2 d'ETH, mon objectif est d'améliorer les transactions en réduisant les frais et en augmentant la vitesse. J'ai évolué pour devenir un réseau à part entière soutenu par de grands noms dans l'écosystème crypto. Avax. Qui suis-je? Mais non, C'est pas- mime. c'est Meme related. pas Avax, mec. C'est mime Non, related. en plus. c'est un truc connu, non? Ouais, c'est pas du tout un shitcoin, hein. C'est pour ça que j'ai mis Ah, shitcoin entre parenthèses. voilà. C'est un shitcoin pour moi. Ah, Polygon. Ah, quel gamin. l'enfoiré. Elle C'est un était faite- gamin, Elle gros. était faite pour moi cette question. Elle était belle celle-là. Ouais, Ouais, magnifique. elle est belle, Putain, c'est un bah oui, gamin. Layer est... Ouais, oui, t'as raison. C'est la seule sérieuse du coin. Putain, je suis mort. Ok, Quel ok. gamin. La Je suite, suis mort. Ok. apparu en novembre 2024 grâce au site pump.fun. J'ai surfé sur l'histoire triste d'un écureuil, star de TikTok. C'est mais comment ça, ça s'appelle encore? Peanuts. Peanuts de Squirrel. The Squirrel. Ok. Alors la dernière, créée en mars 2021, je n'ai pas de réelle utilité. Je suis né d'une expérience sociale qui s'est transformée en un phénomène mondial grâce à d'éminentes célébrités comme Logan Paul, Nick Carter, Soulja Boy ou Lil Yachty. Celles-ci ont par la suite été poursuivies en justice. Je permets à mes holders de gagner des récompenses Cryptozo automatiquement sans avoir à stacker mes tokens. Mon nom provient du vocabulaire crypto et peut être interprété comme une montée vertigineuse en toute sécurité. Je suis DCA. Bull Crypto? Crypto Bull? Safe Moon. Safe Ah Moon. oui. Oh Ah, ça a été chillé par Logan Paul et tout ça. Ouais. Oh, Oh my si, God. moi je savais, mais je... Enfin, bref, Logan Paul, lui, il s'est fait aussi beaucoup d'argent. Ah, lui, Ah, mais t'inquiète, Scammer- tous les influenceurs, scammerné. exactement. Les influenceurs. Alors, Ouais. le Ok, dernier... donc ça me fait 4 points là. Ouais. Donc ça me fait 5 points et demi, quoi. En gros. Exactement. Hop, 4 Oh, points. j'aurais 5 jamais dû points et prendre demi. scam, mec. Mais Jamais. en même temps, je m'attendais pas à ce qu'il allait faire des trucs aussi hardcore en scam. Ah, je bon. pouvais pas vous faire Mais le il truc y trop avait facile, quoi d'autre encore qui a pas été pris là, du coup? Il y a le premier, il y avait Crypto. Crypto Bro, par exemple. Ça Ouais. avait l'air pas mal en vrai. Ouais, Crypto Bro, il était vraiment bien, les gars. Et tu sais que j'avais Merde. hésité entre celui-là et Scam. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre Scam pour faire chiffre. J'ai Crypto IRL. Allez. Alors, c'est parti. Quel a été le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale en 2021, permettant aussi aux citoyens... Salvador. Ouais, ça c'est. Quelle marque de voiture a annoncé accepter les crypto-monnaies Porsche. pour l'achat... Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant ce type. Il est chiant, mais il s'est trompé, du coup. Ah, Ah, c'était. merde. Attends, c'est Tesla? Ou Non, Ferrari? Lamborghini. Ferrari. Ouais, c'était Ferrari. J'avais Mais fait un oui. post là-dessus. Aïe, 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 aïe. Ouais, Tesla, je suis trop content. C'est Ferrari, la première. Ouais. Franchement, je m'attendais à entendre Tesla, je m'attendais pas à entendre Porsche. Ouais, mais Porsche, j'avais jamais entendu. Je crois que oui, mais c'est pas sûr. Je sais ok, plus. bon, let's- Possible, mais Mais la c'est question Ferrari, c'est c'est Ferrari. quelle était la première. Ferrari, ouais, c'est. Et c'était en 2024. C'est vrai. Non, c'était pas la première, je m'excuse. C'est quelle marque de voiture a annoncé... C'est pas Tesla alors du coup? Eh bien non. Eh bien, Parce que je tu pense pouvais pas acheter que. en c'est- Dogecoin Eh bien, tu pouvais acheter le merch de Tesla, mais tu ne pouvais pas acheter de Tesla. avec du Dogecoin. Il Ouais. avait pas fait le fou, Mister. Il l'a dit. Il a jamais Oui, fait. il a Il dit, a- il avait pas. Et c'était ça. Il Ah, l'avait ok. annoncé et tout, mais à du Elon, quoi. Enfin, manipulation de marché, encore une fois. Eh ouais. Exactement. Alors, quel système de paiement populaire a intégré les crypto-monnaies en permettant aux utilisateurs de payer directement avec du Bitcoin, de l'ETH et d'autres tokens? WireX. WireX, non. Binance. Binance Card. Coinbase. Moi, je crois que j'ai après. Oh, je sais pas. Crypto.com? Crypto.com? PayPal. Oh, qu'est-ce qu'on est nul. Oh là là là. Système de paiement populaire. Ouais, c'est vrai. Allez, Ouais, vous c'est ça. pouvez vous arrêter Point, là. point. Oui, j'avoue, PayPal. Quel site de commerce en ligne a commencé à accepter les Shopify. crypto-monnaies? Salaud. Ok. Enfin, pas salaud, très bien joué. C'est ça, genre, on Incroyable. qui gagne. Horrible. Quel site de commerce en ligne il l'avait? Alors, quelle célèbre chaîne a commencé à accepter les bitcoins comme moyen de paiement dans certains de ses magasins aux États-Unis? Chaîne alimentaire. Je crois que j'ai. Moi, j'ai passé. Putain. c'est Je le dis après si je ne trouve pas. Attends, l'américaine.
Target. Ils utilisaient Polygon, ma chaîne C'est préférée. pas Starbucks? C'était Starbucks. Ouais. Oui, je suis con. Parce qu'ils utilisaient Polygon. Tu m'as dit market, etc. Mais je me suis dit, c'est peut-être un supermarché. Mais les supermarchés, j'avais. En vrai, ma question c'était quelle chaîne de café. Et puis je me suis dit, je peux pas dire café, sinon c'est donné. Ouais, c'est vrai. Ah, j'aurais dit d'office. Ah, d'office. Parce qu'ils ont fait aussi des NFT d'ailleurs. Exactement. Quel pays a lancé une initiative pour intégrer une CBDC, monnaie numérique de banque centrale, afin de remplacer progressivement les espèces avec l'idée de faciliter les paiements numériques? Quel pays? Quel pays? Je crois que j'ai. Je sais pas. La Au Chine? hasard Ouais, la Chine. Ouah, gros, ça me fait fumer. Non, mais t'inquiète, mec. C'est pas pire que moi, Escam. Alors. T'inquiète. No stress. Quelle grande entreprise de logiciels a annoncé qu'elle investirait dans Bitcoin pour diversifier ses actifs financiers et l'utiliser dans ses transactions futures? Microsoft. Non. C'est MicroStratégie. Nice. Ouais, Bien bah, joué. J'ai failli dire presque. Mais Dernière Microsoft, ils ont demandé, mais ils ont se sont fait refuser. Et en fait, je pensais par rapport à l'actualité que c'était Ouais. ça. Mais je sais très bien que c'est Michael Saylor. Alors, tu es à 3 points, tu peux faire 4 points si tu arrives à répondre à cette dernière question. Nice. Allez, vas-y, Fom. Tous avec toi. En 2021, quelle plateforme de voyage a commencé à permettre à ses... Travela. Ah, Travala? Ouais. Ouais, je me souviens, avec les plateformes de voyage. Bah oui, mais. Et ça, aussi, Ça, j'aurais trouvé aussi. Ouais, C'est assez simple. Alors, finalement, tu t'es quand même pas si mal Ouah, battu que pas ça. très content, mais voilà, oui. C'est 5,5 à 8. Donc, Oh, ça va, tu m'as bien niqué, mais c'est ça comme va. ça. donc, Je pense qu'il faudrait moins de bonus aussi. Pourquoi? bah non, juste, il y a personne qui a réussi à débloquer les bonus. Ouais. Parce que Ouais, c'est vrai, personne c'est n'a fait de De perfect. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'en fait, on a encore des questions en plus qui permettent de. Ah, de pouvoir Ouais. rajouter les points? Ouais, c'est ça. Parce que Et- là, ça permet de pouvoir se rattraper si on rate. Mais Tout- bon, j'aurais fait moins de points aussi, mais bon. Ouais, c'est vrai. Alors les gars, ce fut une nouvelle fois un plaisir, Un grand plaisir de aussi, vous avoir c'était tous les cool. deux. Je vous souhaite de bonnes fêtes, Merci, Joyeux vieux. Noël. Bonne fête à tous. une bonne année. On espère que le rouge va partir parce qu'on aime bien le rouge quand c'est sur le Père Noël, mais sur les graphiques, Ouais, je préfère le vert. on préfère la couleur des lutins. Ouais, c'est ça. C'était encore une fois Époque, le 3e épisode. Nous sommes le 20 décembre 2024. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens seront dans la description. Et voilà, je vous souhaite Une bonne journée et un Et- bon week-end et des bonnes fêtes. exactement. Au revoir. Bisous Merci. tout le monde. Ciao, ciao. ciao.